Bonsoir à toutes et tous et bonne année à vous. Un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver et de vous proposer une séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 20 minutes. Au programme ce soir, du débat, des invités et de la bonne humeur bien sûr. Tout de suite, place à l'actualité avec cet accord signé entre les États européens à propos du gaz russe. Frédéric Seiss, c'est à vous. C'est un accord historique entre le Parlement européen et les États membres. Donc zéro gaz russe importé dans l'Union européenne à partir de 2027. Avant le début de la guerre en Ukraine, le gaz russe représentait près de la moitié des stocks importés par les pays européens. C'est aujourd'hui moins de 15%. L'Europe espère ainsi tarir la machine économique russe. C'est une bonne décision pour vous, Jean Quatremer ? Déjà, c'est une décision absolument nécessaire, mais il faut savoir que le temps qu'elle entre en vigueur, c'est-à-dire d'ici le 1er janvier 2027, on va acheter pour 200 milliards d'euros de gaz liquéfié ou de gaz naturel aux Russes. C'est ce qui sera à peu près 2 fois plus que le prêt qu'on va faire à l'Ukraine, le prêt financier qu'on va faire à l'Ukraine avec les avoirs russes bloqués, là qu'on va sans doute trouver un accord. Et on ne peut pas aller plus vite en termes de dépendance, c'est ça? Non, c'est ça l'enjeu? parce que c'est une dépendance qui a été organisée à partir des années 2000 sous l'impulsion de l'Allemagne. C'est aussi simple que ça. L'Allemagne s'est dit, je vais acheter du gaz russe bon marché, parce qu'elle n'a pas vu le danger que représentait la Russie, et avec ce gaz russe bon marché, je vais développer mon industrie. Pari gagnant, parce que dans le même temps, qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne? Elle a tenté de tuer l'industrie nucléaire française, avec une certaine efficacité, il faut reconnaître, aidée par nos écologistes qui ont tout fait pour qu'on puisse fermer les centrales nucléaires, ne pas développer notre parc nucléaire, etc. Et donc, l'Allemagne a bénéficié pendant 20 ans d'une énergie bon marché, pendant que nous, on augmentait le coût de notre énergie, ce qui a nui à nos industriels. Pour sortir cette dépendance, et attendez, en 4 ans, là, on est sorti de la dépendance. Vous m'auriez dit, il y a 4 ans, on va sortir de la dépendance à l'égard du gaz russe en l'espace de 4 ans, j'aurais dit... Vous l'auriez pas cru. Vous l'avez pas cru. Voilà. Et le problème, c'est que tout ça a un coût. Un dernier mot, c'est que comment on remplace le gaz russe? En achetant du gaz liquéfié américain 2 fois le prix auquel les Américains se fournissent sur leur territoire. Moi, je dis bravo, merci des Allemands. Justement, tournons-nous vers l'économiste de ce plateau, Thomas Porcher. C'est vrai que ce gaz russe, il va être remplacé par ce qu'on appelle le GNL, le gaz liquéfié qui vient pour partie des États-Unis, un peu du Qatar également. De Norvège aussi. Est-ce qu'on doit s'attendre, nous Français, nous Européens, à ce que les factures augmentent substantiellement pour le gaz? Alors, en fait, ça dépend aussi du bilan énergétique de chaque pays. Parce que nous, en fait, la part du gaz, elle n'est pas si importante. Nous, la France, nous, la France, l'électricité est majoritairement produite par du nucléaire. Donc, a priori, si nous avons une production d'électricité nucléaire qui est excédentaire, à part dans certains points ou certaines configurations, les prix ne devraient pas augmenter fortement. Mais il est vrai... Alors après, le Qatar arrive à faire des prix quand même défiant toute concurrence sur le gaz liquéfié, quand même. Mais après, il est vrai que normalement sur les contrats de long terme que nous avons et que certains pays, les pays de l'Est notamment, la Hongrie, avaient avec la Russie, il est possible que pour eux, les prix augmentent. Parce qu'il n'y avait pas un prix qui était le même pour tout le monde. Bien sûr. C'était des prix qui étaient négociés de gré à gré. Alors cette décision de l'Union européenne, elle vise évidemment à sanctionner Vladimir Poutine et à essayer d'étouffer l'économie russe. Jean Quatremer, qui sera perdant à l'arrivée? Est-ce que c'est effectivement la Russie ou est-ce que par ricochet, les Européens aussi peuvent voir ces décisions se retourner contre eux? Il faut arrêter sur le mythe que la Russie peut contourner, survivre durablement avec nos sanctions. L'économie russe est à genoux. 90% de son budget est consacré aux dépenses militaires. Et effectivement, le peuple russe peut supporter, parce que le peuple russe a tout supporté. Ils n'ont jamais connu la démocratie. Ça fait des siècles et des siècles, de toute façon, qu'ils souffrent, et ça peut durer des siècles et des siècles. Mais, encore une fois, donc la Russie peut supporter longtemps ce genre de choses, et donc peut mener des guerres à l'étranger, mais en ce qui nous concerne, nous sommes au contraire, ça nous pousse à nous autonomiser, et on gagnera, parce que, par exemple, on est en train de nouveau de développer notre industrie nucléaire. Ça nous pousse à changer. On est en train de passer des accords avec aussi, on est en train de négocier avec la Chine, parce que l'idée n'est pas de tomber non plus dans l'orbite de la Chine. C'est très sympathique, mais moi, ça fait 3 ans que j'entends que l'économie russe est à genoux. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est vrai. Le problème, c'est qu'ils se sont organisés pour être indépendants, et depuis très longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie européenne, et pour l'instant, l'économie européenne, elle ne s'autonomise pas, elle est en train de se rendre dépendante des États-Unis. Ce sera le mot de la fin, en tout cas pour ce soir. C'est scandaleux. C'est vrai. Je ne peux pas lui répondre. Non, mais ça montre ce qu'est le débat. On va voir, vous reviendrez peut-être. L'émission labellisée. Si vous êtes sage, vous reviendrez, Jean. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même des conséquences pour l'économie russe. Voilà, certains consultants subissent de plein fouet ces décisions. Oui, dimanche, je me suis demandé pour qui c'était dur. Et c'est dur notamment pour notre François Fillon national.
Votre duel de la semaine, il oppose les deux diplomates de Donald Trump, l'officiel en quelque sorte, et puis le, comment dit-on, le spécial. Ouais, exactement, Renaud. À ma gauche, Marco Rubio, 54 ans, c'est le secrétaire d'État américain, autrement dit le ministre des Affaires étrangères. À ma droite, Steve Witkoff, 68 ans, l'émissaire spécial de Donald Trump. Alors entre les deux hommes, qui dirige vraiment la diplomatie américaine? La question se pose plus que jamais. Après les révélations du média Bloomberg, l'agence de presse s'est procurée une conversation téléphonique. On y entend Steve Witkoff, l'ami de Donald Trump, avec un négociateur russe, un très proche de Vladimir Poutine. Conversation assez amicale entre les deux hommes. Ils évoquent le plan de paix pour l'Ukraine, ce plan américain qui semble largement aligné sur les demandes du Kremlin. Une forme de diplomatie américaine, donc comme si Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères, était totalement hors jeu. D'ailleurs, ce dernier a pris ses distances avec le plan de paix proposé. Il l'évoque comme un simple document de travail. En fait, on l'imagine assez agacé, voire furieux, Marco Rubio, d'être ainsi contourné, mais il n'a jamais un mot plus haut que l'autre, publiquement en tout cas, pour Steve Witkoff. Pourquoi ? Bien parce que c'est l'ami de Donald Trump, c'est son partenaire de golf, c'est son ancien avocat, et il est chargé des dossiers sensibles par le président, Proche-Orient, négociations entre la Russie et l'Ukraine, des missions lourdes pour Steve Witkoff, qui pourtant n'a aucune expérience diplomatique, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donald Trump. Steve had no idea about Russia, had no idea about Putin too much, didn't know too much about politics, wasn't that interested. He was really good at real estate. He's a great negotiator because he's a great guy. So thank you very much, Steve. En somme, sa qualité, en fait, c'est de ne rien connaître à la diplomatie ni à la politique. C'était un discours devant le Parlement israélien il y a 6 semaines, juste après la signature du cessez-le-feu à Gaza. D'ailleurs, dans ce discours, Donald Trump remercie en tout premier Steve Witkoff. Tous les honneurs sont pour lui. Il attend plusieurs minutes avant d'en venir à, au fait, tiens, son ministre Marco Rubio, qu'il remercie aussi. Alors, pour ne pas trop le vexer, Donald Trump va puiser dans tout son vocabulaire de superlatifs. I have a prediction that Marco will go down, I mean this, as the greatest Secretary of State in the history of the United States. I believe that. And he and I, you know, we really fought it out. You remember, he was tough. He was nasty. Who the hell thought this was going to happen, Marco, right? Voilà, qui aurait pu imaginer ça? Marco Rubio, engagé tout jeune en politique, élu local, sénateur, bref, tout le cursus honorum classique, à l'inverse d'un Steve Witkoff, ancien promoteur immobilier, qui est tombé dans la diplomatie un petit peu par hasard et tout récemment. Alors entre les deux hommes, il n'y a pas qu'une différence de personnalité ou de parcours, il y a aussi une différence de fond. C'est que Steve Witkoff est beaucoup plus sensible aux arguments, aux thèses russes. Pas simplement dans cet appel qui a été intercepté où on l'entend dire qu'il présente ses respects à Vladimir Poutine, mais il y a quelques mois, il avait accordé une interview à Tucker Carlson, un podcasteur américain, dans laquelle il reprend la légitimité pour les Russes d'annexer tout un pan est de l'Ukraine, et ça ne semble pas du tout lui poser problème. Évidemment, en face, Marco Rubio tente de rééquilibrer, d'avoir une approche un peu plus traditionnelle pour les États-Unis, sans parvenir à être très entendu d'ailleurs par Donald Trump. On a l'impression que le président américain joue un peu de ses rivalités dans une logique darwinienne. Le plus fort va finir par s'imposer, et moi j'arbitrerai comme une cohabitation au sommet de la diplomatie américaine. Isabelle Saporta, quand vous voyez cette cohabitation de lignes, pour vous, c'est un point fort des États-Unis qui peuvent en quelque sorte manier l'imprévisibilité vis-à-vis des Russes dans la négociation, ou bien c'est un chaos contre-productif ? On ne peut pas prédire ce que c'est, mais en tout cas, c'est illisible, ça c'est sûr. Enfin, en même temps, c'est illisible et ça ne l'est pas, parce que quand on reprend les premiers écrits de J.D. Vance pendant la campagne, le vice-président, il était déjà totalement aligné en fait sur les thèses russes. Et par ailleurs, autour de Donald Trump, il y a aussi un essayiste qui s'appelle Curtis Yarvin, qui est aussi complètement, il dit en fait l'Europe appartient à la Russie, c'est sous domination russe, et finalement même s'il ne reste pas d'État en Europe, c'est pas grave, il restera toujours les vignobles français, etc., etc. Donc en fait, ils considèrent que la vie, c'est vraiment le bouquin de Dampoli, de Giuliano Dampoli. On vit en fait sous des grands empires, et l'Europe, finalement, elle sera un peu sous domination russe, et ça leur va pas si mal. Noémie Liua, il y a l'idéologie qu'évoquait à l'instant Isabelle Sorta, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre aspect qui est d'ailleurs commun à Donald Trump et à Steve Witkoff, et Donald Trump s'en félicitait dans le son qu'on vient d'entendre, c'est que Steve Witkoff, c'est un formidable promoteur immobilier, il fait des affaires, il fait des deals. Voilà. Exactement comme Donald Trump. J'ai l'impression qu'on... Donc là, peu importe l'Ukraine, l'important c'est de faire des deals, quoi, en gros.
Oui, mais j'ai l'impression aussi qu'on sous-estime un peu le caractère machiavélique de Donald Trump dans cette affaire. Je pense que ça reste lui qui tisse les ficelles et il a tout intérêt à avoir une diplomatie à deux têtes. Il a tout intérêt à avoir une diplomatie bicéphale parce que ça lui permet au bout du bout... Bad cop. Exactement. Et il réussit à avoir ce qu'il veut. Il va obtenir le meilleur deal possible. Je pense qu'il est beaucoup plus machiavélique et que sa diplomatie, elle est extrêmement précise et il a un jeu en tête qui se déploie sous nos yeux, qui peut paraître illisible, mais qui au fond l'est tout à fait pour lui. Un dessin de Thibaut Soulcier. Oui, c'est Zelensky qui prévient Marco Rubio, qui lui dit « Attention, les drones russes attaquent ». Deuxième actualité, Frédéric, ce soir, la France qui pourrait taxer les multinationales. Et est-ce la solution aux problèmes budgétaires de la France? Beaucoup de députés semblent le croire, une majorité d'entre eux en tout cas, qui a voté une série de mesures qui alourdissent l'impôt des grands groupes globaux aux grandes dames du ministre de l'économie, Roland Lescure. La France qui fait un bras d'honneur à 125 pays, bravo. La France qui tire une balle dans le pied des entreprises françaises qui rayonnent à l'étranger, bravo. La France qui attire des entreprises en France, bravo. On vivra pauvre, on vivra seul, mais au moins on aura voté un bel amendement, bravo. Voilà, Roland Lescure, très motivé. Il a de la verve à la tribune, très agacé visiblement par ces nouveaux impôts sur les multinationales. Paul Melun, le gouvernement craint une perte d'attractivité de la France à la suite de ces impôts. Il craint aussi des mesures de rétorsion de Donald Trump, puisque vous savez qu'on a voté une nouvelle taxe sur les géants du numérique, qui sont pour l'essentiel américains. Taxer les multinationales, selon vous, c'est pertinent ou c'est démagogique? Il y a un point sur lequel le ministre n'a pas tort. Il cite 125 pays. Il y a effectivement 125 pays qui contiennent des multinationales pour certains d'entre eux, avec lesquels on a des accords fiscaux. Donc si on envoie tous ces accords aux orties du jour au lendemain, vous pensez bien que ça ne va pas être sans conséquences. De surcroît, il est aussi question de taxer des multinationales parfois françaises, LVMH, L'Oréal. Donc ces multinationales-là, ce n'est pas que des vilains capitalistes qui ponctionnent dans la poche des Français, c'est aussi des gens qui accessoirement font du business en France, embauchent un certain nombre de gens et créent de la richesse. Donc ce dont on a besoin, à mon avis, c'est plutôt d'un État stratège et d'une politique économique forte qui défende la souveraineté nationale et ses intérêts à l'étranger, plutôt qu'une politique qui sape les outils de sa croissance et de sa compétitivité. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec le ministre. Après, le problème, si vous voulez, c'est que ça fait partie de ces solutions un peu démago. Tout le monde déteste les multinationales, donc on dit on va prendre dans leur super profit, et forcément, ça crée une sorte de débat où on dit oui, c'est formidable, alors que non, ça ne résout rien à long terme. Pierre Jacquemin, quand même, au vu du déficit, est-ce qu'on n'a pas raison d'aller chercher l'argent là où il se trouve? Si, on a un tel niveau de déficit, on a un tel niveau de besoin, on voit bien que nos services publics aujourd'hui sont tellement dans une difficulté absolue qu'on a besoin de ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Il faut avoir en tête quand même que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est près de 500 milliards d'euros qui sont manquants dans les caisses de l'État parce qu'on a déduit des caisses de l'État des charges qui pesaient sur les entreprises. Donc il faut faire revenir de l'argent dans les caisses de l'État, que ce soit Zuckman, pas Zuckman, machin, etc. Il faut qu'il y ait de l'argent qui revienne dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment quand même qu'on dit les Français, ils ont la haine des riches. Non, c'est une soif d'égalité. Je pense que les Français ont une soif d'égalité. Ils ont un besoin de justice sociale. Et quand j'entends aujourd'hui les députés nous expliquer qu'il faudrait faire payer ça sur les Français, alors que déjà ils ont du mal à vivre bien, quand on voit aujourd'hui les super profits qui aujourd'hui ne cessent d'augmenter, mais enfin je veux dire les richesses... Bon, parole à la défense. Non, mais les richesses n'ont jamais cessé d'augmenter. Donc à un moment donné, oui, cette phrase, alors, il faut aller chercher l'argent là où il est, évidemment. Justice sociale, justice fiscale. Non, mais déjà sur cette mesure de 26 milliards, c'est une mesure de communication politique. Ça n'est pas une réforme fiscale, il faut que chacun en ait quand même conscience. Ça ne se fera pas, mais ça ne se fera pas, et ça n'a jamais été l'objectif. Les socialistes vous le disent, ils disent non mais on sait bien que c'est... Ben oui, et il y a 125 conventions fiscales qui interdisent la double imposition, donc on va pas... Voilà, ça n'arrivera pas. On est dans un grand mensonge. Notre problème, il n'est pas un problème d'injustice. Aujourd'hui, je suis désolée, il y a toujours des injustices, évidemment. Mais aujourd'hui, après redistribution, les 10% les plus riches qui gagnaient 18 fois plus que les 10% les plus pauvres. Après redistribution, ça tombe à 3. Le rapport est de 1 à 3. Vous trouverez peu de pays dans le monde. Donc il y a déjà la redistribution suffisante pour égalitaire. Le problème, c'est un problème démographique. On a un problème démographique. Voilà, on n'est pas assez nombreux. Il n'y a pas assez de jeunes pour financer les retraites des plus âgés. On vit à crédit et il n'existe pas. Non, mais pas ça. Non, on n'y arrivera pas. Il n'existe pas aujourd'hui de budget qui ne fera pas souffrir des gens. Ça n'existe pas. J'aimerais pouvoir le dire. Géraldine, en proportion, on voit bien qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle les ultra-riches payent 2 fois moins d'impôts que vous et moi. 10 mois à parler de 1800 familles. C'est important, parce que c'est ça qui rapporte entre 20 et 25 milliards d'euros dans les caisses de l'État.
Paul, la parole à Paul, si vous plaît. Non, si vous dites quand même sur la redistribution, elle est pas suffisante quand même, Non, mais si vous voulez, on a érigé l'État-providence quand notre pays se portait bien, pendant les 30 glorieuses, quand nos entreprises se portaient bien, quand on exportait, quand on gagnait de l'argent et quand on avait un État stratège. Aujourd'hui, on a une économie qui est très faible, qui est déclinante. Comment voulez-vous avoir un modèle social qui tient dans une économie déclinante? Donc si vous voulez avoir un modèle social qui fonctionne, il faut d'abord se soucier d'une bonne politique économique et donc travailler sur notre balance commerciale, travailler sur la réindustrialisation, travailler sur des mesures de protectionnisme qui peuvent permettre à l'Europe de produire et sans être concurrencée n'importe où. Le problème, c'est que ça nécessite un peu moins de paresse intellectuelle que le vieux débat du genre plus ou moins d'impôts qu'on nous sort à chaque fois. Donc la gauche, pas sur le levier n'est pas fiscal. Le levier n'est pas fiscal. Le levier n'est pas fiscal. Contrairement à ce que dit Jacques Marc. C'est une facilité intellectuelle de gauche, un peu classique, de dire il suffit de prendre aux riches et puis vous verrez comment ça ira mieux. Mais même la taxe qui est proposée par le gouvernement, qui consiste à faire payer 2% aux plus riches aujourd'hui, elle est de 20%, non, elle est de 0,64% aujourd'hui en France, et le gouvernement propose de l'amener à 2%, ce qui est plutôt déjà une bonne chose. Elle est de 20% aux États-Unis. Je veux dire, on est quand même dans une marge exponentielle et importante qui, quand même, permettrait de mettre de l'argent dans les caisses de l'État pour payer le service public. On va donner la parole au feutre, s'il vous plaît, de Marie Morel. Ce qui est bien avec Emmanuel Macron, c'est qu'on n'a même plus à trouver de blagues. Faut-il taxer les multinationales, ou là non, c'est bien plus simple de taxer les pauvres. Continuons ensemble notre séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 28 minutes avec l'histoire de Frédéric Pommier, celle du mariage à Notre-Dame de Paris d'un charpentier qui a contribué à la rénovation de la cathédrale, et puis des invités passionnés et passionnants. Mais avant cela, Natacha Triou, c'est l'heure de votre point com. Il concerne une candidate à la mairie de Paris qui fait sa com en tirant de très très grosses ficelles. Notre ministre de la Culture, également maire du 7e arrondissement, qui est donc en campagne, candidate à la mairie de Paris. Et le 21 novembre, elle a diffusé sur TikTok ce clip de campagne. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Ah, c'est à vous? Je vais vous la vider. Voilà, donc on la voit vêtue de l'anorak jaune des éboueurs de la ville de Paris. Elle leur promet des nouvelles technologies, plus de moyens, plus de modernité, une ville plus propre. Alors certains saluent cette initiative de proximité, comme ce tweetos, une femme de terrain, proche des gens, la seule capable de changer Paris, c'est Dati. On a aussi ce tweet-là, déjà 5 millions de vues, ce n'est plus un buzz, c'est une preuve de la soif des citoyens de changer Paris avec Dati Rachida. Mais la plupart se montrent quand même caustiques. Rachida Dati fait le fond de poubelle de la démagogie. On a aussi une autre qui ironise. J'ai cherché le mot démagogie dans le dictionnaire et j'ai trouvé cette photo. Démagogie, c'est quand même le mot qui revient le plus souvent dans ces critiques et en témoigne cette vidéo réalisée par IA. C'est bon, mes petits chéris? Vous pensez que j'ai fait assez de démagogie comme ça? Vous croyez qu'ils vont voter pour moi maintenant? Ça fait marrer. Alors certains accusent aussi Rachida Dati de faire du Donald Trump en version française. Oui, parce que l'an dernier, Donald Trump avait lui aussi tombé la chemise, enfilé l'anorak orange des éboueurs américains. Et cette recette trumpiste a aussi été parodiée. Quand tu veux refaire l'image du Trump au volant d'un camion, mais que tu ne sais pas conduire le camion. C'est bien misogyne. Bravo, remarquable. Au passage, on a aussi David Béliard qui remarque David Béliard, candidat écologiste à la mairie de Paris, qui remarque la seule chose qu'on ne recyclera pas, c'est les idées réac. Alors Emmanuel Grégard, également candidat socialiste à la mairie, a vivement critiqué cette vidéo. Il rappelle, les femmes et les hommes qui se lèvent à 4h du matin pour nettoyer nos rues ne sont pas des accessoires de campagne. Alors sur les réseaux, cette vieille photo de lui est aussi réapparue. Il a fait tout pareil en 2014, bien que ce soit 6 mois après les municipales. Alors force est de constater que l'agent de propreté est un passage obligatoire de la communication politique française. On peut se rappeler que Valéry Giscard d'Estaing avait invité un 24 décembre des éboueurs à venir déjeuner chez lui, avec lui, et Anne Hidalgo qui avait repris l'idée. Et c'est pas la première fois que la candidate à l'hôtel de ville se filme dans les rues de Paris. Et depuis le 30 octobre, Rachida Dati multiplie les vidéos en caméra embarquée, entre casques de chantier, promenade en sweatshirt ou encore cette balade en benne avec des lunettes Chanel. Ces nouveaux looks ont inspiré les internautes qui ont imaginé un nouveau clip de campagne. Le voici.
Voilà, un beau défilé de nouveaux looks. Alors certains observateurs y voient aussi surtout une stratégie de diversion. La candidate est en effet visée par une enquête pour ne pas avoir déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la possession de ses bijoux d'une valeur de 420 000 €. Rachida Dati a-t-elle retrouvé ses bijoux dans les poubelles de Paris? Et puis elle est aussi poursuivie par la justice pour corruption et trafic d'influence. Après Dati SDF, Dati Tiekar, Dati éboueur, à quand Dati en 11? Ce genre de communication, c'est efficace ou c'est plutôt contre-productif? C'est du génie. Non, sincèrement, c'est évidemment réussi, tout simplement parce qu'à l'heure qu'il est, on est en train de parler d'elle. Elle a réussi à se faire une place dans ce torrent d'informations qu'on reçoit au quotidien. Le plus difficile, c'est d'exister, c'est de faire en sorte qu'on en parle, qu'on commente, qu'on ait un avis sur la question. Donc oui, d'un point de vue strictement communication, c'est une réussite. Et vous savez, ça avait été très bien théorisé, souvenez-vous, par Steve Bannon, l'ancien conseiller stratégique de Donald Trump, qui avait eu une phrase là-dessus. Il disait « flood the zone with shit », c'est-à-dire saturer les flux avec, on va dire, n'importe quoi. On peut le traduire comme ça. L'important, c'est d'exister et c'est le volume en termes de communication. Elle a réussi son coup. Donc c'est du Trump. C'est pas du Trump. Je vous rappelle que le candidat qui vient de gagner à l'élection à New York, à peu près, fait le même type de campagne. Il était partout, il a su faire. C'est aujourd'hui l'air du temps. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous l'avez très bien dit. Ça marche encore, c'est grosse ficelle, c'est pas. Parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui est saturé de médiatisation, il faut exister, il faut être vu et il faut être. La preuve, 5 millions de vues et vous en parlez sur le plateau. C'est exactement pour ça qu'elle l'a fait, c'est pour ça que vous en parlez. C'est le bruit qui compte dans une campagne où personne n'identifie aujourd'hui les candidats ou les candidates qui vont être, sauf elle. Et donc, elle appuie là où ça peut faire mal pour les autres sont invisibles, elle est survisible. Un dessin de Thibaut Soultier. Oui, c'est Rachida Dati qui vide les poubelles de CNews et qui trouve qu'il y a plein de trucs qui pourraient servir pour l'audiovisuel public. Allez hop, c'est l'heure de la récré. On va sortir jouer dans la cour avec notre invité de la semaine, Laurent Galmeau, un garçon au tempérament farceur, un rien nostalgique aussi des jeux de notre enfance. Bonsoir, bienvenue à vous. Alors certains de ces jeux sont éternels, comme les billes, la corde à sauter, la marelle et bien d'autres. D'autres ont disparu, sont passés de mode depuis longtemps. Mais tous ont bercé évidemment nos jeunes années. Ils restent inscrits dans nos mémoires. Vous les ressuscitez, Laurent Galmeau, dans ce livre « Phénomène de cours de récré, encyclopédie des jouets qui ont été à la mode un jour ». Vous, Laurent Galmeau, c'était quoi justement votre jeu préféré, votre Madeleine de Proust, si j'ose dire, c'est quoi? Il y en avait plusieurs. Pratiquement chaque année, il y en a un nouveau. Le premier, ça a peut-être été les fameux Super Babal, parce que j'étais fan de... Super Babal, c'est un truc qui rebondit dans tous les sens et qui casse absolument tout ce qu'il peut rencontrer. Bon, alors. C'était, je crois, le point commun sur tous les jouets qui m'ont intéressé, c'était quelque chose d'assez destroy et quelque chose qui pouvait un petit peu emmerder les parents. Des jouets point commun, enfin dans le sens des jouets universels qu'on trouve partout, enfin dans le monde, quelque chose, le jouet universel. Pour l'instant, c'est toujours le Rubik's Cube, qui est réellement, depuis 50 ans, une invention hongroise qui, depuis 50 ans, a fait marrer beaucoup de générations. C'est en train d'être dépassé par tout ce qui est Pokémon et toutes les descendances de Pokémon. Mais le Rubik's Cube, dont le record, rappelez-nous, le record pour faire toutes les faces, c'est de 3 secondes, c'est ça? 3 secondes. 3 secondes 13, c'est ça. 3 secondes. J'attendais que vous disiez des bêtises, mais non, c'est réellement 3 secondes. Parce qu'à Blanchard, c'est 35 ans et demi, je crois. Voilà. Moi non plus, j'y arrive pas. 3 secondes, mais... 3 secondes, c'est super impressionnant, effectivement. Le record a continué pendant 40 ans à descendre. Malheureusement, c'est battu par un robot qui le fait en moins d'une seconde. Mais autrement, il y a réellement de tous les pays, des Américains, des Mexicains, etc., qui l'ont descendu en 3 secondes. Et vous parliez des cartes Pokémon, donc des cartes physiques, ça veut dire que le numérique n'a pas totalement conquis les activités des enfants. Il faut quand même quelque chose, encore des choses concrètes qu'on peut toucher. J'ai l'impression, en tout cas, il faut quelque chose, et ça a été aussi tout le commerce, quelque chose qu'on puisse collectionner, quelque chose qu'on puisse sortir de sa poche, qui ne soit pas forcément dans un écran, et qu'on puisse un petit peu narguer ou faire rire les copains avec l'objet. Donc l'objet a continué de traverser depuis 70 ans, depuis vraiment l'industrie du plastique qui a permis de le dupliquer. Il faut quand même quelque chose qu'on puisse toucher et qu'on puisse planquer et qui va se faire interdire de toute façon dans le courant de l'année, de toute façon. À propos de collection, il y en a une autre que vous abordez, parce qu'il y a vraiment tout dans c'est formidable comme encyclopédie. Ce sont les fameuses vignettes Panini.
Alors évidemment, j'étais sûr que ça m'est déjà arrivé. Tous les albums. Et ces vignettes Panini qui en fait se sont déclinées, c'est-à-dire qu'au départ c'était le football, c'est ça, et puis ça c'est maintenant on en trouve pour plein d'autres. Et on peut même remonter avant, puisque c'était les images qu'on trouvait dans les plaquettes de chocolat, qu'on trouvait dans différents endroits. Puis Panini, en Italie, effectivement, est parti sur les équipes de foot et où on cherchait chaque année, chaque nouvelle saison, ce qui permet de racheter à chaque fois. On s'échangeait les doubles à la récré, tout ça. Et voilà, et ils ont inventé aussi le côté qu'on achète sans voir, sans connaître, puisque c'est planqué à l'intérieur. Et donc, du coup, on demande aux parents, on demande à maman, au bureau de tabac, d'aller chercher des nouveaux trucs et on ne sait pas ce qu'on va acheter. Et ça permet de sociabiliser. Et après, ça permet de sociabiliser pour pouvoir faire des échanges, pour pouvoir essayer de continuer à chercher. Et Panini ont été les premiers à avoir ce truc, à faire certaines vignettes en plus petit tirage pour que tout le monde continue de les chercher. Et on peut continuer à en faire ensuite très tard, même quand on n'est plus enfant du tout. Natacha. On a parlé des cartons à l'échelle planétaire, mais des flops, des jouets qui n'ont pas marché, des jouets particulièrement ratés. Il y en a un moi je trouve que tous les ans, il y a un paquet de jouets qui sont lancés et il y en a les 9/10 à peu près qui se gamellent. Ça veut dire quand même qu'il y en a beaucoup qui ont été créés et j'ai toujours une tendresse pour les créateurs et notamment le créateur qui magouillait avec différents produits pour faire une espèce de pâte slim et tout, qui avait fait un énorme flop dans les années 60 parce que les gens avaient des démangeaisons. On jouait avec, on se retrouvait... Avec de l'eczéma. Ils se sont retrouvés avec un stock qu'ils ont été obligés d'enterrer sous un parking. Ils ont enterré 5 tonnes parce qu'ils n'arrivaient pas à le brûler, c'était trop toxique. Et tout ça. Et cette formule chimique a été impossible à garder. Heureusement, après, il y a eu une autre société qui a retrouvé une autre formule chimique. Ils ont sorti un film avec Robin Williams et ça a été le fameux Flubber. Je crois qu'il y a une dernière petite question d'Isabelle Saporta, qui était très forte à la Marelle, je crois. Incroyable. Il y a des grands retours aussi, parce que là, je vois le Kiki. Parce que le Kiki, c'était ma génération, et il a le retour du Kiki maintenant. C'est de toute façon, chaque année, puisque c'est devenu un chiffre énorme au niveau commercial, ils recherchent des choses qui ont marché et ils le relancent sous une autre forme. Et ils le relancent avec les nouvelles formules de consommation, puisque plus cher forcément. Mais on va t'offrir à Noël cette année, on va te l'offrir. Promis. Sachant qu'aujourd'hui, il y a un tiers de ces produits qui sont achetés par des adultes, par des gens qui ont plus de 12 ans. Donc nous, on parle des jouets de cours de récréation, mais c'est devenu des jouets qui nous ramènent en enfance, qui nous redonnent achat nostalgique en fait. Merci Laurent Galmeau d'être venu ressusciter tous ces souvenirs d'enfance. Phénomène de cours de récré, encyclopédie des jouets qui ont été à la mode un jour avec Isabelle Ferron. Il faut absolument se plonger dans votre livre paru aux éditions Inis Éditions. J'ai une proposition à vous faire si ça vous intéresse. J'ai la vignette de Platoche en double, donc je vous l'échange dans les couloirs. Vous avez fabriqué des faux, ça m'intéresse. Un dessin de Thibaut Soulcier. Grâce au service militaire, on renouvelle les jeux classiques, la corde à sauter, les billes, les osselets et les Pokémon. Excellent. Qui est là, c'est Coco. Salut Coco. Tu dis ça. Bienvenue Coco. Enfin, je vous ai en face de moi. Parce qu'en général, c'est dans le dos et je suis pas toujours rassuré lorsque vous êtes à la place d'Éric Truand là-bas derrière. Et si vous êtes à cette place, Coco, c'est parce que vous publiez ce formidable album aux éditions des Arènes, un album signé Coco, évidemment, c'est bien vous confirmez. C'est moi. Et on n'en a aucun doute dès qu'on l'ouvre et qu'on se jette dans vos dessins. 500 dessins parus ces 4 dernières années dans Libération et dans Charlie Hebdo, des dessins inédits aussi pour certains. Est-ce que vous vous doutiez, Coco, que ça deviendrait aussi difficile et parfois aussi risqué de dessiner lorsque vous aviez été encouragé à le faire par un certain Monsieur Fleureau? C'était qui ce Monsieur Fleureau? Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Monsieur Fleureau, c'était mon prof de SVT en 5e. Ah ouais. Et récemment, c'est vrai qu'en fouillant dans l'appartement de mon père, en tombant sur un carton, il avait écrit que je devrais me lancer dans une carrière de dessinatrice. Et c'était en 5e, voilà, le Monsieur Fleureau. Ah voilà. Il est fier de vous. Il est fier de vous. Il a bien fait. Est-ce qu'il y a un dessin, parmi tous les dessins que vous avez fait, un dessin coup de cœur que vous aimez particulièrement? Un dessin coup de cœur. Il y en a un que j'aime assez, oui, sur les femmes afghanes.
Bah On voilà, le voit là à l'écran. pour rappeler déjà leurs conditions, les femmes afghanes interdites de parler entre elles, en fait, elles sont emmurées, vivantes dans leur burqa et interdites de tout, jusqu'à presque de respirer. Donc, quand le dessinateur arrive à trouver une idée graphique comme celle-là, on est toujours assez content, puisque le dessin est quasiment muet et elles parlent avec leur corps en dessinant ce SOS comme un appel à l'aide. Et puis, il y a les deux talibans dégoûtés derrière. Voilà, ça dit beaucoup de leurs conditions et on devrait s'en émouvoir tout le temps quand on est épris de liberté comme on l'est en France, on a quand même de la chance. Voilà, c'est fait partie des dessins que j'aime bien, par exemple. Il y a des dessins qui sont mal perçus, mal compris ou pas compris du tout, ou totalement instrumentalisés. Oui. Vous avez une vingtaine de pages de bande dessinée pour raconter les coulisses de ce fameux dessin sur le Ramadan à Gaza, qui avait été publié par Libération au printemps 2024. Vous vouliez dénoncer les bombardements israéliens sur Gaza. La famine, oui. Voilà, et la famine qui régnait à Gaza. Et vous avez fait un dessin ironique évoquant justement le Ramadan en pleine famine sous les bombes israéliennes. Et là, vous êtes pris des torrents de haine, de menaces, y compris d'ailleurs pas seulement anonymes, y compris d'élus. Oui, d'élus. Alors oui, ce dessin, c'était la conjonction un peu de deux actualités, un début du Ramadan et le jeûne, donc c'est mon travail de le faire, et j'ai même pas mis plus d'ironie que ça. Et ce que je raconte dans cette BD, c'est déjà la violence qu'on reçoit, et c'est vrai qu'après le 7 janvier 2015, ça reste toujours complètement insensé pour un dessin comme celui-là qui est un basique, hein, je trouve, de recevoir tout ça. Je le fais dans mon plein droit, et quand la députée LFI a réagi là-dessus, Sofia Chikirou, de Paris. Moi, j'ai trouvé ça consternant. Et de la part d'une députée qui, forcément, comprend ce dessin, je veux dire, une instrumentalisation politique qui est terrible. Complètement. Elle instrumentalise la phrase d'Antoine Léris. Enfin, voilà, c'est... Et de surcroît, ça a conduit donc à des menaces de mort qui ont conduit à l'époque à renforcer encore votre protection, puisque vous évoquiez le 7 janvier, évidemment, vous avez survécu à l'attentat de Charlie du 7 janvier, donc ça a relancé cette haine et ces menaces-là à ce moment-là. Oui, après il y a eu beaucoup de soutien quand même, de confrères, de consoeurs, de vous aussi, comme si les choses s'étaient un peu renversées, c'était tellement insensé, et cette députée, ça a fait beaucoup réagir, donc je me suis sentie beaucoup et très très soutenue par la suite. Ouais. Et dans ce livre, Coco, il y a à la fois les dessins publiés dans la presse, mais aussi des dessins refusés par la rédaction. On va en voir un, c'est après la mort du pape, un dessin qui n'a pas été publié dans la presse, notamment à Libération, où vous œuvrez. Qu'est-ce que ça... Voilà, c'est celui-ci. Qu'est-ce que ça crée chez la dessinatrice que vous êtes quand un dessin est refusé ? En fait, tout le monde ne le sait pas, c'est pas une censure, c'est la règle en fait. À un moment, il y a des choix éditoriaux qui se font, donc on n'en veut pas du tout aux rédactions, c'est comme ça. Même Cabu avait des dessins à refuser. C'est vrai. Ce qui semble un Cabu qui est celui qui vous a... en quelque sorte, appris le dessin lorsque vous êtes arrivé à Charlie Hebdo. Un peu toute l'équipe, mais c'est vrai que Cabu, il transmettait beaucoup. Puis il avait une générosité, une gentillesse tout de suite. Donc voilà, pour revenir sur ce dessin, ça fait partie du job, mais parfois il y en a, on aime bien quand même, on aurait bien aimé qu'il passe. Donc là, je me permets de donner au lecteur un peu des inédits, un peu, voilà, la mort, ça concerne tout le monde, même le pape. Vous avez un sacré rythme quand même, parce qu'entre la quotidienne chez Libé, en hebdo chez Charlie, ici, enfin, vous avez une liste non exhaustive en plus. Comment ça vous vient d'où votre, je sais pas, vos bonnes idées graphiques justement, les asticots qu'on vient de voir. C'est quoi vos, si vous avez des trucs à faut quand même avoir un mauvais esprit. L'envie, déjà la passion du dessin, l'envie de réagir aussi à l'actualité, qui est vraiment un puits incroyable d'inspiration, d'envie de donner son avis politique aussi. Et puis c'est surtout cette liberté qu'on a de pouvoir le faire sur tous les sujets. Et c'est merveilleux. Enfin, moi, je me lasse jamais. Bravo à vous, Coco, évidemment, de continuer. Il y a du sacré dans cet album, puis il y a surtout de sacrés dessins, et puis il y a aussi un peu de sexe. Hein. Il y a des sexes. Parce que j'ai pas retrouvé de caricature de Jean Quatremer, j'ai peut-être pas bien regardé, mais d'accord. On les garde ici en stock. Il est maintenant temps d'accueillir notre invité de la semaine, le géologue et photographe naturaliste Arnaud Guérin, qui nous entraîne dans cet ouvrage, dans l'histoire de l'exploration des volcans. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est une aventure fascinante, mais dangereuse aussi. Hein. D'ailleurs, des vulcanologues y ont laissé leur vie et vous leur rendez hommage dans votre ouvrage. Et puis, dans ce livre, vous remontez donc le fil des grandes éruptions des siècles passés, depuis celle de Santorin bien avant notre ère, la destruction de Pompéi par le Vésuve, bien d'autres beaucoup plus récentes.
Mais depuis la nuit des temps, on peut dire que les éruptions ont toujours fasciné les hommes, qu'elles les ont intrigués, et qu'avant de les comprendre, d'ailleurs, grâce à la science, évidemment, ils leur attribuaient parfois des causes surnaturelles. Les éruptions, jadis, les volcans qui entraient en éruption, c'était quoi? C'était la colère des dieux, c'est ça? En fait, le phénomène volcanique, c'est un phénomène qui vous dépasse dans toutes ses dimensions. Donc ça ramène l'homme à sa simple dimension d'être humain ou d'animal dans son milieu. Et donc, depuis les premiers temps de l'humanité, on a cherché à comprendre ça. Donc les philosophes de l'Antiquité sont allés réfléchir sur l'origine du monde au bord du cratère de l'Etna. C'était Empédocle. On a retrouvé sa sandale. Ça a donné le nom au refuge qui est au sommet de l'Etna, qui s'appelle la Torre del Filosofo. Et ça illustre bien la relation qu'il y a entre les hommes et les volcans. Et vous, votre relation justement avec les volcans, puisqu'on sait que Maurice et Katia Kraft ont laissé la vie dans cette étude-là, vous prenez des risques? Comment vous approchez ces bêtes-là? En fait, nous, scientifiques, on est d'une nouvelle génération, c'est-à-dire que cette génération des explorateurs qui prenaient des risques extraordinaires, nous, on les regarde comme avec envie, avec passion. Mais aujourd'hui, les volcans, ils sont surveillés par satellite, ils sont surveillés par plein de moyens détournés. Et donc, on est sorti de cet âge des... Enfin, vous y allez quand même. Vous y allez, vous ne faites pas tout en distanciel, c'est le terme. Non, on ne fait pas tout en télétravail ou en distanciel. C'est ce qui fait le sel, justement, de l'exploration des volcans. Et d'où vous vient cette passion? Je me suis laissé dire que c'était quand vous aviez 8 ans, il y a eu l'éruption d'un volcan dans l'ouest américain, c'est ça? Oui, vous a fasciné? Oui, le mont Saint-Helens, qui a révolutionné la connaissance des volcans dans le monde. Et en fait, j'ai toujours cherché à aller voir ce qu'il y avait dans le cratère. En fait, j'ai cette même curiosité. Et c'est vrai qu'un de mes premiers voyages sur les volcans actifs, c'était de me retrouver sur le bord de ce cratère, avec toujours cette connaissance de ce que les gens qui vivaient là disaient de ce volcan. C'est-à-dire que les Américains pensaient que c'était juste une montagne, et les populations locales l'appelaient Taon Lakla, la montagne qui fume, donc ils avaient une connaissance. Autre forme de volcan, c'est les volcans sous-marins, les cheminées hydrothermales ou qui seraient aussi à l'origine de la vie. C'est aussi des volcans qui vous intéressent et que vous allez En fait, le monde de la volcanologie, on a découvert dans les années 70 que 70% des volcans, ils sont situés sous les océans. C'est même l'origine des océans. Si vous allez en Islande, c'est là que les océans s'ouvrent. C'est pour ça que cette île est si fascinante. Au rythme, là, sur la fracture que vous voyez derrière vous, ça s'ouvre au rythme de 2 à 3 cm par an en moyenne, c'est-à-dire la vitesse de pouce de vos ongles. Et parfois apparaissent des îles comme cette île de Sortsey qui est sortie du fond de l'océan en 1963. Donc on est vraiment à l'origine même de la dynamique de notre planète. Et alors des volcans français toujours en activité, il y en a aussi d'ailleurs, je crois qu'il y a une question de Pascal Blanchard, puisqu'il a des vacances en prévision dans quelques temps. Allez-y Pascal. Des tournées de conférences. Mais j'ai lu que sur la Martinique, actuellement il y avait une inquiétude, il y avait plusieurs pages dans la presse la semaine dernière, après les tests qui ont été menés, que la montagne Pelée pourrait potentiellement rentrer dans une phase éruptive ou retrouver la grande catastrophe de 1902. Rassurez-le. Rassurez-moi avant de prendre l'avion. En fait, la montagne Pelée, c'est simplement un volcan actif. Donc, quand vous vivez sur un volcan actif, ce volcan, il a des signes d'activité. En ce moment, il y a une activité sismique. Ça veut dire qu'il y a du magma en dessous. Les sources qui sont au pied du volcan ont tendance à augmenter, la température a tendance à augmenter. Ça rétablit juste la réalité de ce qu'est la vie autour d'un volcan. Un volcan, ça exauce le goût de la vie. Vous y vivez mieux parce qu'il y a de l'eau, vous y vivez mieux parce que les plantes poussent mieux qu'ailleurs. Mais quelquefois dans votre vie, ça peut barder. Là, à la montagne Pelée en 1902, ça a vraiment bardé. C'est un traumatisme encore pour la Martinique et les Martiniquais aujourd'hui. Oui, enfin, il faut voir aussi que la population avait été maintenue là parce qu'il y avait des élections qui étaient prévues, alors qu'on aurait dû évacuer la population. Donc, bien souvent, les causes des catastrophes ne sont pas obligatoirement des causes naturelles. Et quand on travaille sur les risques, le risque, c'est l'aléa fois la vulnérabilité. Donc, il y a des moments où la vulnérabilité, elle est totalement humaine. Alors, moi, je ne vais pas en Martinique, mais en Auvergne. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur les volcans d'Auvergne? Il y a plus de certitude, peut-être? Si vous regardez les volcans d'Auvergne, dans l'histoire de l'exploration des volcans, ils jouent un rôle majeur, parce que c'est là qu'on va découvrir les racines du volcanisme à travers des observations simples. Et pour faire simple, les volcans d'Auvergne, la dernière éruption, c'est 6700 ans. Et pendant l'histoire de la chaîne des puits, il y a eu des arrêts de 15 000 ans. Donc ça veut dire que le contexte est tout à fait propice à ça. Et si vous allez sur la place de Jaude, et la place centrale de Clermont-Ferrand,
c'est un cratère d'explosion, ce qu'on appelle un mare. Si vous descendez juste dans les sous-sols de l'hôpital qui est juste à côté, vous trouvez les pages de l'histoire. Donc nous, en fait, on est exactement comme des historiens, on étudie ça. Ce sont des cycles, donc ça finira par revenir, mais il y a encore un petit peu de temps. Frédéric Seyss peut retourner un peu en vacances en Auvergne. T'emmènes en Martinique. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Guérin, d'être venu partager avec nous cette histoire de l'exploration des volcans, parue aux éditions Glénat. Merci. Et nous, on a un dessin de Louison qui évoque un autre volcan au sommeil. Disons que si vous voulez, pour le prochain livre, prendre moins de risques, je vous conseille des grosses choses endormies qui se réveilleront jamais. C'est le Sénat et c'est par là-bas. C'est le moment de l'histoire de la semaine avec Frédéric Pommier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Et vous revenez sur ce mariage hors du commun qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, l'un des monuments les plus visités du pays, qui dans le passé a vu s'unir pléthore de têtes couronnées, la reine d'Écosse, Marie Stuart, et François II de France, Henri IV et Marguerite de Valois, comme Napoléon III et l'impératrice Eugénie. Par la suite, il est arrivé qu'on célèbre également des mariages privés dans la cathédrale, mais aucun ne s'y était déroulé depuis maintenant 30 ans. Notamment à cause de la présence des touristes. Pourtant, samedi dernier, c'est ici que se sont mariés Jade et Martin Lawrence. Jade est médecin généraliste, elle a 32 ans. Martin en a 40. Il est charpentier. Et il compte parmi les 2000 ouvriers et artisans qui ont œuvré à la reconstruction de l'édifice dont le toit a été partiellement détruit par le terrible incendie de 2019. Martin Lawrence, j'ai pu échanger avec lui au téléphone hier. Il est né en Lorraine et il est devenu charpentier en 2004. 7 ans plus tard, il rejoint le collectif monté par l'un de ses amis dans le Périgord noir, les Copacabana. On aime bien. Une association de charpentiers traditionnels spécialisée dans les structures en bois de brun, mode de construction qui consiste à équarrir les arbres avec des haches, comme on le faisait au Moyen-Âge, comme le faisaient ceux qui ont édifié Notre-Dame. Et c'est précisément pour ce savoir-faire ancestral qu'ils ont été choisis pour intervenir sur le chantier de la cathédrale, où pendant 3 ans, ils ont également formé des dizaines d'artisans, notamment dans un vaste atelier à Angers, où, m'a expliqué Martin, il a donné jusqu'à 26 000 coups de hache par jour. Et c'est là, au début du printemps 2023, qu'il a eu une révélation, l'envie de se marier à Notre-Dame de Paris. Se marier avec Jade, qu'il a rencontrée à Chamonix en 2018, alors qu'ils faisaient tous les deux de l'escalade. Enfin, ce n'est pas le mot rencontre qu'il emploie. Martin parle de retrouvailles, comme s'ils s'étaient toujours connus, comme si c'était une évidence. Aujourd'hui, ils vivent entre Grenoble et Chambéry, et Jade, ça lui a beaucoup plu, le projet dont lui a parlé Martin. Alors il a écrit une lettre à l'archevêque de Paris. Il a fait part de sa demande et contre toute attente, à titre exceptionnel et en remerciement des services rendus, l'archevêque a dit oui. Martin et Jade ont donc pu se dire oui, eux aussi, devant 500 personnes et une foule de visiteurs. Ulysse, leur petit garçon, était au premier rang avec leur famille. Et derrière, des dizaines de frères charpentiers, comme même les appelait Martin. C'est Monseigneur Ribado qui a célébré la messe et il l'a commencé par ces mots. Martin, cette cathédrale, tu la connais bien, tu la connais de haut, te voilà en bas. Puis, peut-être était-ce au moment de l'échange des alliances, un rayon de soleil a traversé les vitraux. Tout était magnifique, m'a confié Martin, évoquant une cérémonie aussi impressionnante et grandiose que douce, parce que j'avais l'impression d'être à la maison. Ensuite, il y a eu la liesse sur le parvis, les applaudissements, et puis la haie d'honneur des amis et collègues, hache à la main, brandie dans le ciel parisien. Alors, un charpentier, le métier du Père de Jésus, qui se marie à Notre-Dame, cathédrale dédiée à la Mère de Jésus, après avoir œuvré pour qu'elle renaisse de ses cendres, on dira qu'on a là tous les éléments d'un merveilleux conte de fées. D'ailleurs, Martin le reconnaît. Samedi, avec Jade, ils ont eu l'impression de vivre dans un conte. Depuis, ils ont un peu du mal à toucher terre, mais commencent à penser à leur voyage de noces. Ce sera l'année prochaine. Ils n'ont pas encore choisi leur destination. On verra bien. Vive les mariés. Et merci Frédéric Pommier. Et ça inspire un des siens, à Marie Morel, bien sûr. Ouais, Martin est très content. Il dit « J'aurais jamais rêvé de me marier en si belle compagnie ». Mais ma femme était pas mal non plus. Voilà. En théorie, il ne faut pas manger la croûte du fromage. On la laisse sur le bord de l'assiette, à la fin du repas, à la rigueur, on refile quelques croûtes aux chiens ou on les bazarde à la poubelle.
Parce qu'on sait, ou du moins on a entendu parler des acariens dans la croûte de l'artisou, fromage emblématique du Velay, ou des esticots du célèbre Casoumartz ou Corse. Alors certes, on est français, on aime l'andouillette, on gobe des escargots, on ne boude ni le boudin ni la cervelle, mais on n'est pas des sauvages. Alors ciao la croûte et toutes les bestioles qui grouillent dedans. Mais ça, c'est en théorie. Les bactéries et les champignons, c'est l'essence même du fromage. C'est justement cette heureuse composition dont on préfère taire le nom qui fait que la croûte est une bombe de nutriments née de la rencontre des microbes présents dans le lait et de ceux présents dans l'environnement d'affinage. Si on délaisse la croûte, on se prive de toutes ces levures et moisissures exceptionnelles qu'il n'y a pas à l'intérieur du fromage et dont notre microbiote pourrait se régaler. Et puis, comme dirait ma belle-mère, ancienne directrice de l'AOP Saint-Nectaire, la croûte, c'est le cerveau du fromage. Formule que je trouve excessive et qui ne donne pas forcément envie de la manger, mais déjà qui contredit sa belle-mère. Et puis, elle a raison sur une chose. La croûte, c'est sa personnalité. Sans les petites bestioles, pas de fromage, pas de saveur, pas de tradition, pas de drapeau tricolore, et le général de Gaulle se retourne dans sa tombe. Sans compter que la croûte, c'est aussi tout un vocabulaire poétique. Fleurie ou cendrée, lisse ou persillée, fine, épaisse, moelleuse ou lavée. On ne mépriserait quand même pas la langue de Molière. Reste qu'il y a bien quelques fromages dont il ne faut pas consommer la croûte. Tout simplement parce que ce n'est pas la leur, mais une fine couche de paraffine ou de cire. Et quelques moments ou périodes de la vie durant lesquelles la croûte serait vivement déconseillée, comme la toute petite enfance, la grossesse et les premiers rendez-vous amoureux. Alors la croûte, la vraie, en réalité, selon les spécialistes, comme ma belle-mère, il faudrait la manger. Mais après tout, on fait bien comme ça nous plaît. Mais ayez quand même une petite pensée pour le voisin. Si vous n'aimez pas les croûtes, peut-être que lui, il sera content que vous les lui refiliez. Merci de nous avoir suivis, chers amis. À demain, 20h05, avec le Club International du Samedi. On se quitte en musique avec Rosalia pour bien commencer cette année ensemble. Et son titre, La Perla. Tchuss!